Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles de Point de vue de campagne, la chaîne où l'on parle d'agriculture, mais de l'agriculture d'aujourd'hui en perspective avec ce qu'elle était hier. Si ce type de sujet vous intéresse, eh bien abonnez-vous. Et puis si vous avez aimé le sujet, un petit pouce. Aujourd'hui, je reviens sur la canne à sucre et je donne une suite au premier sujet que j'avais fait où l'on parlait spécifiquement de la production. Là, je reviens, j'oserais dire, sur du lourd, la récolte, et il n'y a pas de production agricole qui entraîne une aussi forte mobilisation à tous les points de vue, humains, matériels et environnementaux, tellement l'île est impactée. D'une part, par la durée, puisque la campagne dure quasiment 6 mois et qu'elle nécessite des moyens extraordinaires. Dans une île comme la Réunion, c'est la production majeure, c'est quelque chose de spectaculaire. On va donc dérouler aujourd'hui les différentes étapes de ce processus, depuis les champs jusqu'à l'arrivée des cannes à la sucrerie. Ce voyage est essentiel pour comprendre l'importance de cette culture dans l'histoire et l'économie de la Réunion. J'intégrerai également des témoignages exclusifs de ceux qui vivent cette récolte au quotidien. Et je les remercie par ailleurs. La récolte proprement dite, finalement, elle évolue entre tradition, des gestes depuis plus de 2 siècles, et modernité. Elle débute en général au mois de juillet et peut s'étendre jusqu'en décembre. On a principalement 2 méthodes, la récolte à la main ou la récolte mécanisée. La récolte à la main, pendant des siècles, la coupe manuelle a été le seul moyen de récolter la canne. Les coupeurs armés de machettes travaillaient dans des conditions souvent difficiles. C'est l'économie de la canne à sucre qui a amené à la Réunion tant d'hommes et de femmes de Madagascar, d'Afrique, d'Inde ou d'Asie pour couper la canne pendant des jours et des mois. Dans le passé, avant la coupe, les champs étaient parfois brûlés pour éliminer les feuilles sèches et faciliter le travail. Cette pratique permettait également d'éloigner éventuellement des animaux et parfois des reptiles présents dans les champs. Aujourd'hui, elle n'est plus pratiquée car elle présente de nombreux inconvénients. Perte de matière organique, de biomasse et pollution de l'air. Cette coupe manuelle, vous le verrez au travers du témoignage de Joël Torres, elle est toujours pratiquée dans les zones difficiles, inaccessibles à quelque solution mécanique qu'il soit. Et pour la blague, je vous montrerai le peu de rendement qu'un apprenti peut avoir. Vous coupez avec quoi là? Avec ça, sawakan. Et on appelle ça comment? Sawakan, grand couteau. Un grand couteau. Et vous avez plusieurs outils comme ça ou... Il faut deux comme ça pour l'année. Ah, vous usez 2 couteaux par an? Oui. Là, déjà le manche est pété là. Après, puis bon. Et c'est le seul outil que vous avez en main? Oui. Ah oui. Donc toute la journée? Paf, 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 paf. Les voilà. Alors évidemment, il y a des mesures de sécurité et on appelle ça une machette. On appelle ça une machette. Donc là, si vous voyez, donc ça c'est l'outil que j'ai vu, 32 cm, fabriqué en France. Bon, vous allez me montrer hein, comment vous faites. Voilà, ça parce que va casser. Donc vous faites des bâtons vous enlevez le plus gros au-dessus. Vous n'enlevez pas les feuilles en dessous. Non. Il n'y a pas trop de feuilles là. Après, il faut enlever la paille aussi pas dessous. Enlever la quoi? paille dessous, j'enlève. La paille? La paille, oui. Ah, vous l'enlevez. Oui, le métier devient plus dur. Ah, ça devient plus rentable. Ah oui. Avant, ça c'était à 12-13 euros. Maintenant, c'est à 25 euros.
l'engrais est beaucoup plus cher, le désherbant est beaucoup plus cher. Là, on va mettre l'engrais. Après, si la pluie tombe, on ne met pas de l'eau. S'il n'y a pas la pluie, on est obligé de mettre de l'eau. Et après, il faut mettre le désherbant. Beaucoup de travail. Un seul désherbage par an? En principe, maintenant, oui. Avant, c'était pas réglementé, mais maintenant, oui. Il ne faut pas beaucoup, on n'a plus le droit. Et au niveau des engrais? Une seule fois. À quel moment? Là, après la coupe. Quand on finit de couper, il faut mettre de l'engrais. Hein? Oui, oui. Ah mais c'est dur. Oh la vache. L'absence. Ah merde. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ça va mieux. Allez, encore une. Ah oui, ça va mieux. Ah oui, c'est vrai. Ok. La récolte mécanisée à La Réunion, c'est essentiellement fait à partir de pelles équipées d'outils de coupe. C'est des pelles hydrauliques qui ont une tête d'abattage spécifique pour la canne à sucre. Donc le principe, c'est une pelle de chantier, donc hydraulique, à chenille, souvent, qui peut être également à pneus éventuellement, qui est une machine polyvalente. Et au bout du bras, on installe au lieu du godet une tête d'abattage conçue pour la canne. Cette tête est équipée d'une ou plusieurs scies circulaires suivant la taille de la pelle. Donc le producteur utilise le bras de la pelle pour couper au ras du sol et déplacer ce qu'il a coupé. Je vous le montre avec ce que vous présente Bruno Boyer. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle donne une possibilité d'accès à de nombreuses parcelles. Et dans le sud de l'île où j'étais, c'était la technique principale. L'autre avantage, c'est que globalement, elle tasse moins les sols. Mais évidemment, le rendement d'un tel chantier n'est pas extraordinaire, même s'il est évidemment supérieur à une équipe de coupeurs. Là, donc, le principe de la machine, donc, c'est qu'elle saisit et elle coupe. Prendre la touffe. Ouais. Il faut prendre la touffe canne. Et du coup, après, en fin de compte, en actionnant la lame, ouais. Vous allez pousser sur la touffe de canne. Et après, la pince, elle ramène aussi sur la lame. Yeah. Pour qu'elle coupe. Ouais. Mais du coup, moi, c'est Boyer Bruno, jeune agriculteur, installé l'année dernière, 2023. Je suis à la coupeuse et aussi, je fais de la canne et maraîchage. Tu es producteur aussi? Producteur aussi. À quel endroit? Sur les lianes Saint-Joseph. Et là, la machine, elle est à toi? Non, la machine est au cousin, à Freddy. À Freddy. Ouais. Ah d'accord. Donc là, c'est de l'entraide ou c'est... C'est un coup de main. Ah oui, d'accord. C'est un coup de main, comme ça, c'est pour finir. Parce que la campagne se termine quand? Bah, justement, on n'a pas encore exactement la date où elle se termine. Bah, là, il faut pousser un peu. Il faut faire des journées continues. C'est mieux que couper à la main. Ça, comme on peut voir, hein, ça arrache quand même un peu. Hein. Après, on ne peut pas avoir 100% de réussite. On a aussi des pertes. Et bon, après, on essaie de faire le maximum pour que on a moins de canne à terre et que le client est content aussi. Oui, parce que là, vous travaillez pour un autre exploitant. Voilà. Là, on travaille pour un autre exploitant. Là, ça, c'est le troisième jour que je suis ici. Ah, d'accord. Parce qu'on avait vu une machine aussi, j'avais vu une machine qui tournait de l'autre côté là-bas, mais une plus grosse machine que celle-là, je crois. De l'autre côté, je crois que c'est une 9 tonnes, je crois. Ah oui. Une 9 tonnes, je crois. J'ai vu à La Réunion quelques machines, mais aucune en fonctionnement qui ressemblait à des moissonneuses-batteuses, un matériel que l'on connaît bien en métropole, et même sous la marque John Deere. Je vous mets d'ailleurs quelques exemples collectés sur le net. Ces machines que l'on trouve dans les zones plates, et très certainement dans les grandes régions sucrières, du Brésil ou d'Asie du Sud-Est, sur des sols qui le permettent. Le principe, c'est que cette machine, elle coupe, elle enlève une partie des feuilles, elle coupe en tronçons qu'elle a coupés, ce qui fait que l'on charge directement la récolte dans une remorque et comme en céréales, on laisse sur le sol la paille indésirable pour la sucrerie. Évidemment, ces machines ont un tout autre rendement, mais également un tout autre coût.
Alors voilà la machine, une machine complètement autonome en fait. Évidemment, si j'ai eu un jour l'occasion de la faire en action, je le ferai avec plaisir. Que vous avez l'outil de coupe et d'amener. Ici, vous avez les deux diviseurs. Vous voyez qu'ils sont costauds. Deux diviseurs. Et puis là-dessous, la partie, là aussi engrenage, les outils coupants au fond. Ah bon, a priori, il y a quand même plus que quelques jours qu'elle n'a pas tourné parce que je vois que c'est un peu rouillé. Ou elle est en panne. Et puis, la machine dans sa globalité, avec notamment la partie chargement de la remorque qui va donc accompagner, la coupeuse. Je n'ai pas l'impression d'ailleurs qu'il y ait un stockage, non, je pense que non. Donc là, c'est un engin, je ne sais pas s'il en tourne encore ou s'il en a beaucoup sur l'île. Bref, c'est une découverte pour moi. Je vous livre les choses telles que je les découvre. Le transport, une fois coupé, la canne doit être acheminée rapidement vers l'une des deux sucreries de Bois-Rouge au nord-est ou du Gol au sud-ouest. Le chargement lui-même représente une opération qui n'est pas simple car charger avec une griffe sur tracteur des bâtons de 2 à 3 mètres et faire en sorte que le chargement ne déborde pas de trop est un véritable défi. Je vous laisse voir cela avec Frédéric Vienne. Ces attelages tracteurs-remorques vont aller vers les 11 sites que l'on appelle la bascule et de façon plus orthodoxe les plateformes. Ce sont les lieux où les producteurs livrent leur canne à sucre. C'est là que vont se faire une partie des opérations. Les remorques sont pesées puis sondées afin de mesurer le taux de sucre, je dirais comme en céréales. En général, les bascules sont situées sur le site d'anciennes sucreries, reconnaissables en général avec leur ancienne cheminée. Le balai des cachalots, à partir de ces bascules, il sera chargé les remorques de camions qui vont acheminer la canne vers chacune des sucreries. C'est un balai incessant du matin au soir de camions remorques que l'on appelle les cachalots. Ils vont d'ailleurs parcourir les principales routes de l'île pour livrer la canne aux deux sucreries et l'on verra même des traces au travers de ce qui a été perdu sur la route. Ces remorques spécialisées ont été un jour appelées cachalots à l'issue d'une méprise journalistique, une confusion entre l'accident d'un camion transportant la canne à sucre et l'échouage de deux cachalots sur la plage de Saint-Pierre. Ça, c'est la légende et on va en rester là. Et depuis, l'appellation est restée. Mais quelle est la fonction de cette plateforme ? C'est la réception des cannes. Ici, on réceptionne les cannes pour après les basculer dans les cachalots et qu'elles soient acheminées à l'usine. Et vous faites ça à quel rythme ? Il y a combien de camions qui partent ou combien de cachalots qui partent par jour ici ? Après, ça reste aléatoire, selon les plateformes et les jours, le temps aussi. Si on a amené à avoir mauvais temps, on aura un peu moins de planteurs le lendemain. Mais après, c'est environ, allez, on va dire ici pour cette plateforme, allez, une trentaine de tracteurs. Il y a combien de plateformes comme ça ? Là, le bassin sud, on en a 5. Et vous tournez de quelle heure à quelle heure ? On commence à 4h45 jusqu'à 14h. 14 voire 15h. Donc. Le maximum 40, on roule à 44 tonnes, on va déjà 26 tonnes net, 25, 26 tonnes. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et il y a combien de camions qui sont basés là, ici ? On est 9. Ah oui. Et les camions là sont à une compagnie privée ou ils dépendent de la sucrerie ? Non, quel ? L'Orion, oui. Il dépend pas de la sucrerie directement, c'est un sous-traitant. Et qui... nous, on a ce secteur-là que pour nous. Et vous, après la canne, vous faites quoi ? Oui, mais je veux dire, sous-entendu. Il y a du boulot, on trouve du boulot, mais vu notre âge... Non, mais vous faites de la canne et après, oui, vous ne transportez pas autre chose, quoi. Non. Ah oui. Non. Les camions, ils sont en pause, comme nous. Ah oui. L'arrivée à la sucrerie, chaque remorque est badgée, donc identifiée, tout comme les remorques des planteurs. Ces remorques, ces cachalots, feront l'objet d'une pesée et de sondages aléatoires afin d'apprécier la quantité et la qualité de la teneur en sucre de la livraison effectuée. Une fois pesé et échantillonné, le cachalot peut être déchargé. C'est depuis cette plateforme que des grappins saisissent des grosses quantités de canne avant d'alimenter la première étape de la transformation.
En conclusion, l'histoire nous avait appris que la récolte de la canne à sucre était une opération longue et fastidieuse qui a pu éreinter bien des hommes et des femmes. Aujourd'hui, elle est pour partie mécanisée, mais on l'a vu, le travail manuel perdure. Aujourd'hui, on ne peut pas regretter la mécanisation, même si elle est encore partielle. À La Réunion, on n'aboutira jamais à une généralisation de ces énormes machines de récolte, notamment compte tenu de la nature du relief et de la taille des parcelles. La qualité des produits qui en sort est très certainement différente. C'est ce que nous verrons dans le prochain sujet et il y a de nombreuses, et vous en serez surpris.